Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Monsieur Floribert Anzuluni, bonjour. Bonjour. Nous allons nous entretenir avec vous pendant 30 minutes sur les grandes questions que se pose la population congolaise, des questions liées à la sécurité, à la gouvernance, au développement économique et au social. Je suis Jocelyne Moussaou-Pondé, je suis avec mon collègue Guy Maté. Guy, bonjour. Bonjour, maman Jocelyne Moussaou. Floribert Anzuluni, candidat numéro 5, vous êtes issu de la société civile. Pourquoi vous aspirez devenir président de la République? Pourquoi vous ne restez pas à la société civile? Vous ne voulez plus faire des recommandations? Vous ne voulez plus dénoncer certains méfaits et abus? Pourquoi vous voulez aller dans la vie politique active? Alors, merci pour votre invitation. Alors, merci encore pour l'invitation. Alors, je vais commencer par préciser que notre candidature est une candidature collective. C'est un élément extrêmement important. Ce n'est pas une candidature, une aventure personnelle. C'est la conclusion d'un engagement collectif de membres issus de la société civile et de l'engagement citoyen. Nous avons ensemble mis en place un mouvement politique, ce que l'on appelle un mouvement politique, un parti politique dénommé Alternative Citoyenne, qui a pu déposer des candidatures à tous les niveaux. Et nous avons aujourd'hui plus ou moins 1000 candidatures, y compris donc la candidature à la présidentielle. Pourquoi avons-nous mis en place ce véhicule? C'est parce que la plupart d'entre nous étions engagés dans la société civile de manière très ferme, très forte, au cours des dernières années. Nous avons participé très fortement également, de manière, on va dire, importante, humblement, au processus qui a emmené à ce qu'on a appelé l'alternance politique. Mais malheureusement, à la suite de cette alternance, nous nous sommes rendus compte que le changement, ou en tout cas le début de changement tant attendu, n'est pas arrivé. Et quand on parle de changement, c'est dans la manière de faire les choses, dans la manière de gouverner. Et en conclusion, nous nous sommes rendus compte, pour certains, confirmé pour d'autres, que le problème n'était pas simplement celui de remplacer un individu, que nous avions affaire finalement à un système que nous on appelle un système de gouvernance prédateur, qui est à la base en fait de l'état actuel du pays. C'est un groupe de personnes, un petit groupe de personnes, qui se retrouvent principalement dans l'espace politique, qui sont dans tous les camps politiques, mais qui sont majoritaires, qui ont pris le pays en otage, qui se sont accaparés les ressources du pays pour leurs propres intérêts, au détriment de l'intérêt de la majorité des Congolais. Raison pour laquelle nous avons décidé alors de mettre en place un véhicule que nous on appelle un véhicule alternatif, pour lancer un processus qui va permettre de faire émerger des acteurs, de renouveler, la classe politique, mais de manière qualitative, avec des personnes qui, selon nous, devraient ou ont un peu plus d'amour pour le pays, un peu plus de valeur, un peu plus d'amour pour le Congolais, un peu plus d'expertise et surtout des personnes qui ont une vision pour le Congo. C'est d'ailleurs pour ça que notre projet politique a été conçu sur base d'un contrat social. Un contrat social qui est issu des consultations populaires qui ont été organisées lorsque nous étions encore dans la société civile par un réseau citoyen appelé Pona Congo qui a consulté à travers tout le pays, dans 34 villes à travers le pays, a recueilli les problèmes des Congolais, en a produit un document, un cahier des charges qu'on appelle contrat social, dans lequel il y a ces problèmes-là. Ces problèmes sont priorisés et ensuite également il y a un certain nombre d'engagements que les Congolais, les citoyens aimeraient voir les futurs dirigeants prendre. Donc c'est un peu ça qui est à la base de la création de mon engagement politique en tant que candidat et de l'engagement politique collectif que je porte. Monsieur Floribert Anzuluni, la RDC est mal cotée sur le plan de la gouvernance par rapport aux autres pays. Plusieurs rapports l'attestent, rapport de la Banque mondiale, Mo Ibrahim. Comment comptez-vous corriger cette situation une fois à la tête du pays? Oui, nous partageons totalement, malheureusement, les conclusions de ces différents rapports et c'est vraiment le cœur même de notre engagement. C'est un système de gouvernance qui a été mis en place depuis des décennies qui malheureusement se perpétue. Ce système est porté par des hommes qui ont décidé de prendre en otage les ressources. Il n'y a pas de miracle pour résoudre ce problème. Il faut qu'il y ait aux fonctions de direction, d'organisation, de gestion de ce pays, des personnes qui vont éradiquer, combattre ce système et qui portent des valeurs différentes, des valeurs qui vont à l'encontre de, finalement, tout ce qui entoure ce système, la corruption, les détournements de fonds, le clientélisme et d'autres maux
qui sont liées à ce système. C'est une question d'homme. Il n'y a pas de miracle sur cette question-là. C'est d'abord une question de qualité d'homme. Et ensuite, il y a effectivement des décisions et des politiques à mettre en place. Quel est votre remède par rapport, par exemple, à la corruption ? Mais la corruption aujourd'hui, ce qui est intéressant et préoccupant, c'est que vous l'avez vu depuis le début du mandat actuel, il y a eu beaucoup d'acteurs finalement impliqués dans des dossiers de corruption qui ont été arrêtés. D'autres, ou la plupart aujourd'hui, je dirais presque tous, ont déjà été libérés. D'autres ont même retrouvé des fonctions importantes malgré les conditions assez particulières de leur libération. Alors, l'un des défis aujourd'hui que des structures censées combattre la corruption auxquelles elles font face, c'est la justice. La justice est l'un des principaux problèmes que nous avons aujourd'hui. Et en rapport avec la corruption, nous avons une proposition concrète. Il faut mettre en place un parquet national. Et ce parquet national doit pouvoir être associé à une police judiciaire indépendante qui va automatiquement avoir le droit de poursuivre toutes les personnes qui seront, entre guillemets, de poursuivre et de condamner toutes les personnes dont les dossiers seront produits par ce parquet national. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des structures indépendantes, officiellement indépendantes comme l'IGF, qui produisent des rapports, mais ensuite ces rapports sont envoyés à la justice. Et vous savez ce qui se passe, une fois que ça arrive à la justice, il est complètement difficile pour la justice aujourd'hui, dans l'état actuel, de faire le travail qu'il faut. Donc pour la question de la corruption en particulier, nous prenons la création d'un parquet national, la création d'une police judiciaire annexée à ce parquet national, indépendante des autres appareils de la justice, pour pouvoir agir immédiatement lorsque une personne est attrapée dans un dossier de corruption. Ça, c'est une des politiques que nous prenons. En parlant de la justice, justement, le président sortant avait décrié le fonctionnement de cette justice il y a un temps, au mois de juillet 2023 précisément. Quelle analyse faites-vous du fonctionnement du pouvoir judiciaire ? Et si vous êtes élu, qu'allez-vous faire pour améliorer la situation ? Non, je viens de le dire, c'est-à-dire que le pouvoir judiciaire, le fonctionnement de la justice aujourd'hui fait partie des principales faiblesses auxquelles le pays est confronté. Et encore une fois, la justice liée à la corruption, aujourd'hui, ne fait pas du tout le travail qu'elle devrait faire. Je reviens sur les exemples des condamnations qu'il y a eu. Nous avons suivi des procès en direct. Et donc, nous avons plus ou moins tous été convaincus de la conclusion et des conclusions de ces procès. Mais lorsqu'il a fallu libérer ces différentes personnes, nous n'avons plus d'informations, mais nous avons appris qu'il y aurait eu des libérations un peu très aléatoires et très subjectives. Donc la justice, nous le savons tous, même dans les dossiers, les petits dossiers que le simple citoyen que nous sommes, auxquels nous faisons face, la justice, il faut la corrompre, il faut payer un juge, c'est la réalité que nous vivons tous. Donc c'est l'un des tendons, le point faible de notre système aujourd'hui, de notre espace aujourd'hui congolais, c'est la justice. Justement, on vous reproche, vous, en politique, de prendre en otage cette justice. On dit que la justice est inféodée aux politiques. Et vous êtes certain qu'une fois au pouvoir, le numéro 5 va assurer l'indépendance de la justice ? Absolument. C'est d'abord une question de volonté et de détermination. Aucun doute là-dessus. Vous l'avez vu encore une fois, qu'est-ce qui justifie que 3 à 6 mois après l'arrivée au pouvoir de M. Tshisekedi, la justice semble avoir commencé à faire son travail, c'est ce que nous tous avons constaté, c'est parce que celui qui était à la tête du pays a laissé la justice faire son travail. Mais ce qui est paradoxal, c'est que quelques mois après, toutes ces personnes ont commencé à être libérées de manière complètement irrégulière, la réalité est là. Et donc c'est parce que la personne qui est à la tête du pays aujourd'hui n'a pas été suffisamment à laisser faire cette situation. Et donc oui, je pense que c'est une question de volonté, de détermination, et ensuite il faut commencer par donner soi-même l'exemple. Le pays connaît une situation d'instabilité, pas seulement dans l'est du pays, mais presque dans toutes les provinces. L'est du pays est caractérisé par toutes ces guerres, n'est-ce pas, ces conflits armés. Et la partie ouest est affectée depuis plusieurs mois par les conflits interethniques, même la province orientale également. Vous avez dit que le système de gouvernance n'a pas changé. C'est l'élément qui vous a poussé, n'est-ce pas, à entrer dans la danse. Et comment comptez-vous gérer cette question d'insécurité dans le pays pour que cette fois-ci la paix puisse revenir et que toutes ces provinces puissent connaître une certaine stabilité? Alors oui, notre projet politique d'ailleurs qui est segmenté en 3 grandes priorités,
La première, c'est la question sécuritaire. Ensuite, c'est la question de la gouvernance. Et en dernier, c'est la question sociale qui est liée à la question économique. Pour ce qui est de la question sécuritaire, c'est la restauration de la sécurité, la restauration de la paix. Mais l'insécurité, commencez par dire, ne se limite pas à l'Est. Vous avez raison. Il y a de l'insécurité liée aux groupes armés et aux attaques que nous subissons des pays voisins. Aujourd'hui, le Rwanda nous attaque, il faut le dire, à travers le M23. Et il y a également de l'insécurité urbaine, du banditisme assez important dans d'autres coins du pays. Pour ce qui est de l'Est du Congo, en réalité, comme nous le disons souvent, il n'y a pas de miracle. Il faut restaurer un État, il faut restaurer l'autorité de l'État. Pour justifier notre point de vue là-dessus, on va essayer en image. Il y a toujours une image que nous donnons qui est celle de la maison dans laquelle vous avez votre frigo qui est rempli de nourriture. Et ensuite, vous avez des voisins dont les frigos sont presque vides. Mais vous laissez le portail de votre parcelle grand ouvert. Votre gardien qui est censé surveiller ne mange pas, est affamé. Tout le monde est un peu abandonné. Vous avez en plus de ça dans la maison des personnes qui vont chez les voisins et qui donnent des indications. Vous voyez, quand vous rentrez là, le portail est ouvert, vous rentrez par-ci, vous trouvez dans le frigo. Et quand vous avez une situation comme celle-là, comment voulez-vous empêcher des voisins qui ont faim, qui n'ont pas de nourriture, de pénétrer chez vous et de prendre votre nourriture? La première chose à faire, c'est de fermer votre portail, d'organiser la fermeture et la sécurisation de votre portail. La deuxième, vous mettez des conditions concrètement, ça s'est fait comment? Pour que vos gardiens, pour que vos gardiens puissent bénéficier du minimum. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qui sécurise aujourd'hui un État? Le système de défense et de sécurité. Armée, police et services de sécurité. Qu'est-ce qui sécurise un État? Une administration civile solide. Est-ce que nous avons une administration civile solide? Non. Nous sommes dans un pays, et ça c'est l'une des choses, des priorités, dans lesquelles la population n'a pas été identifiée depuis 82. Moi j'ai 40 ans, je suis né en 83. Donc je n'ai jamais détenu une carte d'identité dans ce pays. C'est extrêmement grave. Comment voulez-vous sécuriser votre pays sans savoir, sans être capable d'identifier qui est où et comment sont organisées les populations? Première mesure importante. On a entendu il y a une année ou deux que c'était une priorité, mais le mandat se termine. Malheureusement, nous n'avons vu qu'une seule carte d'identité qui a été présentée, un modèle, j'imagine, par le président de la République. Depuis lors, moi, je n'ai pas encore reçu ma carte d'identité. Deuxièmement, les systèmes de défense et de sécurité. Mais dans quel état se trouve notre armée? Et là, je ne m'en prends pas à nos militaires qui sont vaillants, qui se battent malgré les conditions dans lesquelles ils sont mis. Mais dans quelles conditions vivent nos militaires? Je ne cesse de répéter que j'ai été traumatisé lorsque j'ai vu le salaire d'un général en fonction qui est aux alentours de $150. Vous imaginez? Un général en fonction gagne $150. Comment voulez-vous qu'une personne de cette trempe-là, qui est rémunérée ce montant-là, peut faire correctement son travail? Premièrement, il faut renforcer les capacités de nos militaires. Ça veut dire formation, infrastructure. Deuxièmement, il faut améliorer les conditions sociales. Il n'y a pas que des militaires, de tous ces agents, militaires, police, services de sécurité. Les conditions sociales des militaires. Nous avons rencontré pendant notre campagne, à Kinshasa et à Goma récemment, des veuves de militaires. Je peux vous assurer que c'est malheureux. Il y a des veuves à Goma qui n'ont pas été payées depuis, qui n'ont pas reçu les primes de leur mari depuis 3-4 mois. Imaginez-vous les militaires qui sont sur terrain aujourd'hui, qui entendent ça de leurs amis qui ont été tués en défendant l'intérêt du pays. Vous pensez que ces militaires-là vont se battre en étant engagés, en voulant donner le meilleur de ce qu'ils peuvent donner? Bien sûr que non. Donc les conditions des militaires, les conditions de vie, les conditions sociales sont extrêmement importantes. Parce qu'entre-temps, on paye un député, c'est un peu l'image qu'on donne, mais on paye un député 16, 21 ou je ne sais pas combien de milliers de dollars. Donc, tant qu'on ne reconstruit pas une armée, des services de sécurité et une police appropriée, qu'on ne traite pas ces personnes de manière appropriée, qu'on ne les met pas dans les bonnes conditions, qu'on ne leur donne pas une formation et un cadre approprié, mais ne nous attendons pas à ce que les autres qui sont à l'extérieur, parce que vous parlez de l'Est du Congo, c'est principalement nos pays voisins qui nous créent cette situation, que les autres ne viennent pas tenter de prendre nos ressources. Ça, c'est la première des choses. Donc, la responsabilité première est interne. Nous devons reconstruire un État. Ça ne se fait pas en un mois, ça ne se fait pas en 2 mois. Nous estimons qu'en 5 ans, selon nos experts, il est possible de poser les bases de la reconstruction d'un État. Mais pendant que vous posez ces bases, il y a une deuxième étape qui doit être faite. Il y a également nos pays voisins à qui il faut faire comprendre que cette situation ne peut plus se poursuivre.
Lorsqu'on parle du cas aujourd'hui du M23 en particulier, il y a le Rwanda, le régime rwandais, à qui il faut faire comprendre que la stratégie du chaos, parce que c'est une stratégie qui a été mise en place depuis des décennies et qui consiste pour le Rwanda à s'assurer le contrôle, on va dire, de cette zone, pour des raisons probablement sécuritaires, parce que le régime lui-même a pris le pouvoir à partir d'un pays étranger, nous l'oublions souvent, l'Ouganda, donc ils connaissent les risques, et la RDC aujourd'hui a suffisamment de ressources exploitables de manière artisanale pour qu'un groupe s'organise et organise une armée. Mais deuxièmement, il y a également simplement le pillage qui se fait par certains oligarques au niveau du régime rwandais, militaires, civils, qui profitent de ces ressources. D'où cette stratégie du chaos qui permet aussi, en passant au Rwanda, de justifier aujourd'hui de manière officielle le fait que le budget est bien géré, il y a une bonne gouvernance, mais on ne nous dit pas que des centaines de millions de dollars sont pris de manière irrégulière en RDC, permettent au Rwanda de faire tout ce qu'il est en train de faire et de finalement d'être une puissance, entre guillemets. Mais il faut faire comprendre au régime rwandais que cette situation ne peut plus continuer. Elle n'est plus viable, même pour leur propre survie. C'est un discours que beaucoup d'hommes politiques tiennent, mais on se rend compte que ça reste des vœux pieux. Très peu l'ont tenu. Le régime actuel, le président Tshisekedi, n'a pas tenu ce discours. Le président Tshisekedi a cru qu'il suffisait d'avoir des rapports cordiaux avec le Rwanda pour que la situation s'arrange. Il suffisait d'avoir des rapports personnels avec le président Kagame pour qu'elle s'arrange. On a même vu ici des accords commerciaux qui ont été signés avec le Rwanda. Mais c'est pas ça le problème du Rwanda. La problématique du Rwanda, c'est que c'est une stratégie auquel dépend la survie du Rwanda. Très peu de politiciens vous le diront. Il suffit pas de signer des accords avec le Rwanda. Il faut d'abord que nous-mêmes en interne, nous nous renforcions. Qu'est-ce qui a été fait du point de vue du système de sécurité et de défense en interne pour contraindre ceux qui veulent nous attaquer ou continuer à nous attaquer de ne pas le faire? Donc, moi, j'ai entendu personnellement très peu de personnes tenir ce discours. J'entends des gens vous dire il faut coopérer avec le Rwanda, il faut avoir des accords commerciaux. C'est ce que j'ai vu. On a vu ce que ça a donné aujourd'hui. D'autres disent qu'en 6 mois, cette question peut être résolue. C'est impossible. C'est une question qui va être résolue dans le temps, je pense, mais responsabilité interne d'abord. Les renforcements des capacités des FARDC, c'est un leitmotiv dans les langages de beaucoup d'hommes politiques ici, même au Parlement. Ça se dit tous les jours. Bien sûr. Mais pourquoi on n'arrive pas à accomplir cela? La volonté, M. le journaliste, il n'y a rien d'autre. Et vous avez cette volonté que les autres n'ont pas? En tout cas, moi, je dis avoir cette volonté et je pense que nous l'avons suffisamment pour... Et deuxième chose, je pense que nous avons... La différence que nous avons également avec les autres candidats, c'est que les autres candidats ont, d'une manière ou d'une autre, des engagements extérieurs ou avec d'autres, avec des pays, avec d'autres. Pourquoi est-ce que cette situation ne s'arrange pas? C'est parce qu'une partie des acteurs très importants, civils comme militaires, mais sont à la base de cette situation. Qu'est-ce qui est à la base de l'état de destruction de l'armée? Brassage, mixage, issus des rébellions et autres, mais les personnes qui ont été à l'origine de ça sont encore actifs aujourd'hui. Comment voulez-vous demander à toutes ces personnes de résoudre ces problèmes? C'est extrêmement difficile. Nous n'avons aucun engagement avec personne, nous n'avons aucun contrat, pris aucun engagement, nous n'avons jamais été nous associer avec un pays étranger pour organiser un groupe subversif ou une rébellion en RDC. Donc nous sommes libres, je pense, aujourd'hui, de pouvoir agir de manière suffisamment déterminée, engagée. La RDC est convoitée à cause de ses ressources, vous l'avez dit, et nous le savons, le développement économique de la RDC ne reflète pas cette diversité des richesses du pays sur le plan minier, forestier, hydrographique et même démographique. Avez-vous un plan pour changer les choses? Absolument. Là également, je pense que nous devons adapter un peu notre compréhension des choses. Moi, je suis un ancien banquier, j'étais directeur des risques pendant plusieurs années. Et je peux vous dire pour développer un pays, il faut développer le secteur entrepreneurial, les petites et moyennes entreprises. Je crois qu'on n'a toujours pas compris ça. Ce n'est pas avec des multinationales qu'on développe un pays, c'est avec les petites et moyennes entreprises locales. Il faut donc mettre en place un cadre, un cadre qui va permettre à la multiplication d'entreprises locales, de PME locales. Et ça fait partie des politiques que nous avons. Première chose, il existe aujourd'hui une politique, par exemple, et ça va être notre leitmotiv, qui est celle de dire une loi qui exige à ce que la sous-traitance, particulièrement d'ailleurs aujourd'hui, principalement dans le secteur minier, soit en majorité, soit principalement d'abord laissée aux entreprises locales détenues à plus de 50% par des Congolais. Mais cette loi n'est pas appliquée ou très peu appliquée pour plusieurs raisons.
capacité financière, expertise de ces entreprises. Mais avant même d'arriver à une loi qui l'exige pour les entreprises minières, nous avons un État qui est l'un des plus grands payeurs dans ce pays. L'État a des clients, a des fournisseurs de services et de produits. Mais est-ce que vous savez que plus de 90% de ces produits, de ces services, sont offerts par des entreprises qui ne sont pas des entreprises détenues par les Congolais? Pourquoi est-ce que une telle loi ne privilégie-t-elle pas d'abord et avant tout les entreprises congolaises au niveau de la fourniture de services et de produits des entreprises publiques, puisque ça, c'est un domaine que nous contrôlons. Mais ça fait partie des choses que nous allons défendre, des politiques que nous allons défendre. Il faut créer un tissu économique avec multiplier le nombre de petites et moyennes entreprises, ça crée de l'emploi, et puis en réalité, ça va également impacter sur les questions sociales. Vous avez parlé de l'expertise, hein? Comment vous faites tout en cherchant à promouvoir les PME, et vous avez aussi autre problème d'expertise. Comment vous faites pour solutionner cela? Non, il faut développer, comme dans tous les pays, il faut développer des programmes. L'État développe des programmes en partenariat avec des secteurs privés qui vont permettre de renforcer les capacités des entrepreneurs. Il y en a partout. Des programmes existent, des modèles existent. Là n'est pas le problème. Mais encore une fois, c'est une question de volonté. Il n'y a pas que l'expertise. Il y a l'expertise, mais il y a également la capacité de se financer. Ça, c'est un gros problème. Et cette capacité de se financer, si je peux dire un mot là-dessus, est due à quoi? Est dû au fait que l'État aujourd'hui est mal gouverné. C'est la conséquence du système de gouvernance. Pour avoir été banquier et directeur des risques de crédit, lorsque vous faites un crédit à un individu, à une tierce personne, la première chose que vous regardez, c'est ce qu'on appelle en anglais le KYC, Know Your Customer, connaître votre client. Vous devez le connaître. Mais vous êtes dans un pays où ni vous ni moi n'avons une carte d'identité. Donc une banque qui doit vous financer doit se fier, faire confiance à une carte d'électeur qui elle-même, pour l'obtenir, n'a peut-être pas respecté les normes d'obtention d'une carte d'électeur. Premièrement, le niveau de risque est trop élevé. Deuxièmement, lorsque vous financez, et ça les gens ne s'en rendent pas compte, les financements à long terme, lorsque vous devez investir, vous êtes un entrepreneur, vous devez acheter un camion, ou vous devez acheter un actif que vous devez rembourser sur une longue période. Mais un financement que vous faites sur une longue période nécessite que vous ayez, vous, des ressources qui sont mobilisées, la banque, sur une longue période, parce qu'on prête ce qu'on mobilise. Mais ces ressources-là viennent d'où? Ça vient de l'épargne, dans un pays normal. C'est l'épargne qui finance les investissements à long terme, ce que nous n'avons pas ici. Ça vient des assurances, parce que ce sont des dépôts à long terme qui financent. Tout ça n'existe pas en RDC. Donc vous demandez à des banques de prendre des risques extrêmement élevés dans un contexte dans lequel il n'est pas possible de prendre ces risques-là, ou très peu possible de prendre ces risques-là. Donc je reviens sur la question du contexte. Tant que le contexte, la gouvernance ne va pas évoluer, toutes les promesses que nous faisons tous en tant qu'acteurs politiques que nous sommes nous aujourd'hui ne pourront pas se réaliser. Voilà, le système de gouvernance n'a pas changé comme vous l'avez dit. Comment vous comptez changer ce système dans les secteurs de la santé si vous êtes élu président de la République? Absolument. Le secteur de la santé, ça c'est le troisième d'ailleurs segment des prioritaires de notre projet de société, qui est on va dire le social de manière générale, qui reprend également le secteur de la santé. Là également, il y a des investissements à faire. Je vais me répéter, mais il faut bien comprendre. Il y a des investissements à faire si on veut que le secteur de la santé, public du moins, soit amélioré. Investissements dans la construction d'hôpitaux, dans l'aménagement d'hôpitaux, dans les centres de santé et tout ce qui touche finalement les soins de santé. Mais ces investissements-là, quand vous voulez investir, vous n'avez que deux manières pour investir. Premièrement, vous avez des réserves, des ressources propres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La grande majorité de l'argent est pillé. Nous n'avons même pas suffisamment de ressources pour couvrir les charges auxquelles l'État fait face. Deuxièmement, vous allez chercher des financements auprès des tiers. Mais quel tiers aujourd'hui, quel financier aujourd'hui, excusez-moi, est suffisamment, il faut le dire le mot, inconscient pour financer un État qui est géré de la manière dont le nôtre est géré aujourd'hui. Quand on finance, on regarde l'activité de la personne financée ou de la personne physique ou morale financée au cours des 3 dernières années. Quand vous regardez, ne fût-ce que les 3 dernières années, la gestion de ce pays, vous, en tant que financier, est-ce que vous pouvez faire confiance à ce pays? Je dis non. Et donc, encore une fois, il faut investir dans le secteur de la santé, il faut investir dans le secteur éducatif pour améliorer les infrastructures, mais ces investissements dépendent de notre capacité d'investissement. Il faut d'abord réorganiser notre gouvernance. Deuxièmement, il faut ensuite former.
faut former, renforcer le niveau, la qualité de formation. Mais un élément encore plus important, une fois que vous avez investi et formé, il faut que les gens soient capables de payer. Parce que l'État subventionne dans un pays normal une partie des frais, le reste est pris en charge par les citoyens. Mais pour pouvoir payer, il faut avoir suffisamment de ressources. Et donc, ça revient à la question précédente. Il faut remettre en place un cadre, un cadre suffisamment approprié pour que les entreprises locales, les PME se multiplient, les emplois soient créés et ensuite que les citoyens soient capables d'aller subvenir, en fait, couvrir la part qui leur revient dans les soins de santé, dans le système social de manière générale. Vous évoquez la formation. Qui prévoit justement votre programme en ce qui concerne l'éducation des jeunes, l'enseignement des bases et universitaires? Alors, notre système éducatif aujourd'hui, faut le dire, est complètement obsolète. Ce qu'on comprend, c'est que notre système éducatif est encore celui de l'époque coloniale. Incompréhensible. Il y a deux priorités pour nous dans ce secteur. La première des choses, c'est qu'il faut renforcer des cours, ou en tout cas des modules comme ceux des modules sur le civisme et la citoyenneté. Nous avons besoin d'un renforcement sur ces questions-là. Le patriotisme, si je peux dire ça comme ça. Civisme, citoyenneté, patriotisme. C'est un paquet. Il faut que nos programmes incluent des modules qui vont permettre de renforcer cela. On voit aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, un recul sur l'attachement au pays, l'amour du pays, l'amour des Congolais, la connaissance même du pays. La plupart d'entre nous ne connaissons même pas notre pays. Il faut renforcer ça. Deuxièmement, il faut adapter le système éducatif aux besoins réels. Et donc, encore une fois, il faut avoir un plan. Une fois que vous avez un plan, vous l'adaptez. Combien de maçons nous formons aujourd'hui? Combien de menuisiers nous formons aujourd'hui? Aujourd'hui, nos menuisiers et nos maçons sont des gens qui se sont auto-formés de manière indépendante. Combien en avons-nous formé? Combien formons-nous de métiers professionnels, de métiers techniques? Parce que c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir 100% de médecins, 100% de juristes. On a besoin que notre système éducatif soit adossé également à la réalité des besoins dont nous avons besoin, ce qui fera qu'une fois qu'une personne est formée, elle a immédiatement accès à un emploi. Mais pour ça, il faut avoir une vision et un programme bien élaboré. Et la gratuité de l'enseignement, comment vous trouvez ces systèmes? Est-ce que si vous devenez chef de l'État aujourd'hui, vous maintenez cette gratuité ou vous faites les choses autrement? Oui, d'abord, je vais commencer par dire que la gratuité n'est pas un don. La gratuité est constitutionnelle. La Constitution impose la gratuité. Ça veut dire que la majorité des Congolais qui ont voté cette Constitution ont décidé que la gratuité était une obligation. Donc, je n'ai pas personnellement, en réalité, à moins de changer la Constitution, je n'ai pas à m'opposer à la gratuité et je la soutiens, bien évidemment. Et donc, tel que c'est appliqué aujourd'hui. Non, j'en viens. Non, je soutiens la gratuité. Les principes. Le principe. Mais encore une fois, nous sommes d'accord que la manière dont cette gratuité a été mise en place n'a pas tenu compte des règles de gestion, de base de gestion. Vous ne pouvez pas consommer ce que vous ne pouvez pas produire. Le coût de la gratuité, c'est une charge permanente, fixe, qui est prise par l'État. Donc, si vous voulez lancer la gratuité, vous devez vous assurer que vous produisez suffisamment de ressources pour couvrir cette gratuité. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, nous finançons une partie de la gratuité avec des dons, avec des financements. C'est comme si aujourd'hui, une partie de ce que vous payez pour manger, vous allez prendre un crédit pour pouvoir le financer. Mais vous le remboursez comment? Et donc, il y a des préalables à cette gratuité. Il y a des préalables à la gratuité. Il y a des préalables à la mise en œuvre simplement de toutes les politiques. La base en gestion, c'est j'identifie les ressources et ensuite, je peux utiliser selon ce que j'ai pu identifier. Maintenant, oui, nous allons garder la gratuité puisqu'elle a été lancée. Ce serait même anticonstitutionnel de l'arrêter. Mais le défi, si nous arrivons, ça va être de pouvoir identifier une mobilisation de ressources suffisante, fixe et permanente, parce que c'est un coût fixe et permanent qui va permettre de couvrir cette gratuité. Dernière question, Monsieur Floribert Anzuluni. Des appels des organisations nationales et internationales font état du besoin de renforcer la cohésion nationale. Êtes-vous de cet avis et que feriez-vous si vous êtes élu? Par rapport au processus électoral, je présume.
Non, par rapport à la cohésion nationale. Oui, la cohésion entre communautés, entre populations. Oui, je pense avec que ce discours de haine. Mais c'est lié au processus électoral. C'est vraiment ce que je dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons. Pas nécessairement. Hein. Même avant les élections, on avait constaté ces phénomènes dans la société congolaise. Qui s'aggrave aujourd'hui. Malheureusement, vous avez suivi les discours aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons une campagne. Permettez-moi de le dire, c'est lié à une campagne électorale d'une qualité déplorable où vous avez ce qu'on appelle les principaux candidats qui passent leur temps à s'invectiver et qui renforcent ces discours de la haine. Je suis désolé. Vous avez les uns et les autres qui s'insultent, qui ne présentent pas leur programme, qui ne présentent pas leur bilan et qui renforcent ces discours de la haine. C'est un élément à relever. Donc oui, il y a bien évidemment une manipulation des acteurs politiques aujourd'hui, il faut le dire, des acteurs publics, politiques ou pas d'ailleurs, qui manipulent cette question, les questions communautaires, des questions identitaires. Et nous avons été d'ailleurs, nous avons fait face récemment en campagne sur la plaine de la Ruzizi à un cas particulier. Au Sud Kivu. Au Sud Kivu, mais c'est très grave. Nous sommes allés faire campagne, nous avions un meeting à Luvungi et sur la route, la RN5, la Nationale 5, on a trouvé des centaines de jeunes avec des bâtons, des gourdins qui avaient bloqué la route depuis 6 heures du matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous dire pourquoi j'insiste sur le fait que les élections ont un lien, il y a un conflit communautaire historique depuis la colonisation entre les populations d'origine burundaise du coin et les Fuléros. Donc les deux communautés sont en conflit et les chefferies sont disputées. En fait, les deux chefferies se disputent depuis des années. Mais qu'est-ce qui aggrave la situation? C'est parce que lorsqu'il y a eu l'enrôlement des électeurs, pour éviter ce conflit, la CENI a placé les bureaux d'enrôlement dans des écoles. Mais au moment de la production des duplicata, on a placé l'une des machines dans l'une des chefferies contestées. Et donc, l'autre chefferie s'est mobilisée, et je vous assure que si nous n'étions pas arrivés, nous avons dû, et là ça montre encore une fois dans quel état le pays se trouve, nous avons dû, nous, candidats, faire la médiation entre la police, l'armée, la CENI et les groupes impliqués, parce que la police était dépassée, elle est partie, l'armée dépassée, partie. Nous avons fait la médiation pour déplacer la machine contestée qui allait emmener à un affrontement sanglant dans les heures qui suivaient au niveau du bureau de la police. Et nous avons même, dû sécuriser le chef de d'antenne de la CENI pour que celui-là ne se fasse pas lyncher par les autres. Donc vous voyez un peu dans quel état, finalement, cette question des discours de la haine, ces conflits communautaires liés à un processus électoral qui est aujourd'hui fragile. Nous espérons d'ailleurs qu'il y aura les élections le 20 décembre, ce qui devient très hypothétique. Cette gestion électorale, si nous ne faisons pas attention, va aggraver cette situation parce qu'il y a déjà beaucoup de discours de la haine qui ont commencé depuis longtemps et qui se sont renforcés. Et comment remédier à cela, justement? Mais il faut que les personnes qui sont, encore une fois, les personnes qui sont à la base de ces discours doivent être poursuivies, doivent être interpellées, la justice doit faire son travail. Et puis avant tout, je pense que chaque acteur politique d'abord doit agir de manière responsable. Oui, nous voulons, chacun d'entre nous, entre guillemets, accéder au pouvoir pour mettre en œuvre nos projets de société, mais nous ne pouvons pas brûler le pays pour ça. Ça, je pense qu'il faut d'abord, premièrement, que chaque acteur, politique ou pas, leader d'opinion, agisse de manière responsable. Ce qui nous importe le plus, c'est le bien-être du Congo et des Congolais. Ensuite, il faut que, pour les récalcitrants, que la justice fasse son travail là-dessus. Moi, je suis intransigeant. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas brûler notre pays parce qu'il y a des irresponsables qui veulent simplement conserver ou obtenir leurs intérêts. Monsieur Floribert Anzuluni, nous arrivons à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci à l'équipe technique et multimédia, Jonathan Fouanani, Hervé Voka, Clément Chimanga, Willem Lungamba. Merci à vous, chers auditeurs et chers internautes, de nous avoir suivis. Guy Maté, merci. Merci, Jocelyne. Merci, monsieur Floribert Anzuluni. Merci à vous également. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.